cette hésitation-là, ça fait plus peur. C'est la même chose dans le service après-vente. Dans le service après-vente, vous devez avoir peur des clients qui font comment? Un, ils ne réagissent pas. Deux, ils sont indifférents. Ils ne répondent pas quand vous les interpellez. En fait, vous devez avoir peur de ce type de client. Parce que lorsqu'un client se comporte comme ça, à plus de 90% des cas, ça veut dire que ses attentes de départ n'ont pas été satisfaites. Et du coup, il n'a pas envie de faire trop de bavardage. Il préfère juste acheter un autre produit, c'est tout. Il n'a pas aussi envie de paraître malsain. Parce qu'il se dit, si je viens leur dire maintenant que l'affaire là ne m'intéresse plus, ou ce n'est pas intéressant, il peut se dire que c'est moi le problème. Ou alors il peut être un style de client qui a vraiment un type d'usage ultra spécifique. On prend l'exemple du monsieur qui utilise par exemple du savon pour le staff. Peut-être il y a certains types de savon beaucoup plus appropriés pour ça que d'autres. Qui va juste se dire non, peut-être eux ils ne ciblent pas ce segment. Moi je vais juste aller prendre un autre. Donc la première chose que vous devez évaluer, c'est dans le pourcentage des clients que j'ai, il y a combien de clients dormants? Première chose à évaluer. Et ça s'évalue en fonction du type de produit et du type de service que vous vendez. Je vais prendre un exemple. Lorsque vous vendez un produit, vous devez savoir exactement quelle est la durée de vie du produit. C'est extrêmement important. Le produit, si les gens l'utilisent pendant combien de temps avant d'avoir besoin d'un nouveau produit. Le service, si son usage, c'est pour combien de temps? Parce que c'est ça qui va permettre d'évaluer les clients dormants. Si vous vendez un produit dont l'usage, c'est 2 jours, et après 1 mois, un client qui a acheté ne vous dit plus rien, c'est qu'il y a un problème. Et vous devez savoir quel est ce problème. Parce que normalement, il devrait renouveler son achat. Ça veut dire, soit 1, il n'a pas été satisfait et du coup, il n'achète plus chez vous. Soit 2, c'était juste un essai. Il voulait juste tester quelque chose, mais qui ne l'intéresse pas particulièrement et il n'achète plus. Mais malgré ça, il faut toujours savoir s'il a été satisfait ou pas. Soit 3, il a eu une mauvaise expérience tellement importante avec votre produit au point où il s'est dit vraiment, il ne veut même plus le rencontrer, même physiquement. Même en ligne, je ne veux même plus qu'on cause. En fait, il y a toujours une information importante qui se cache derrière un client qui ne parle plus. Un client qui ne réagit plus. Un client qui ne fait plus signe. Un client qui ne vient plus. Il y a toujours une information importante qui se cache derrière. Et tant que vous n'avez pas cette information, vous ne pouvez pas améliorer votre produit ou votre service. Ça veut dire que dans votre entreprise, vous devez avoir un département qui s'occupe uniquement de cela. Ou alors, si vous êtes juste un simple vendeur, vous devez vous-même évaluer cela chaque jour. Donc, première chose à évaluer, les clients dormants. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui l'évalue déjà de son entreprise? Oui, les clients dormants. Quel pourcentage sur 100? Par rapport à notre type d'activité, oui. on peut dire 20%. 20%, oui. Quelqu'un d'autre? Combien de pourcents? 60% de clients dormants, oui. 70% de clients dormants, oui. 15% de clients dormants. Qui d'autre? Oui. 40% de clients dormants. Ça veut dire sur 100 clients qui achètent des produits, il y a 40 qui après ne réagissent plus, n'ont plus aucune émotion, ainsi de suite. Quelqu'un d'autre? Oui. C'est au moins 195. 95% de clients dormants. On tend vers 100. Tu dis? Au moins. En fait, on tend vers 100. En fait, je vais prendre une autre image pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point c'est grave. Parce que vous devez savoir que c'est grave lorsque votre pourcentage de clients dormants est important. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait l'amour cette semaine?
Qu'on ne levait pas la main. En fait, c'est une question pour vous pousser à comprendre que même pour avoir le feedback d'un client, il y a des techniques pour le faire. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait l'amour, mais qui ne vont pas lever la main. Ça veut dire que vous allez contacter aussi certains clients pour demander le feedback. Ils ne vont pas faire de feedback. Pas parce qu'ils n'ont pas utilisé, pas parce qu'ils n'ont pas été intéressés, mais parce que la manière de demander le feedback n'est pas bonne. C'est ce qu'on appelle le socialement correct en sociologie. Vous voyez que les gens ne lèvent pas la main, non? Ok, alors qu'on sait ce qui se passe. Sauf si c'est le savon. Que vous utilisez. Ou alors un produit qui devient rare sur le marché, dont les gens commencent à avoir honte de l'acheter. Parce que qui assume maintenant d'aller au marché, de voir une baille amsala et de dire donne-moi un peu si concombre. Même elle aura peur. Ma fille, tu veux faire quoi avec ça? Tu veux préparer quoi? Non, attends, je découpe avant de te donner. Parce que je préfère prendre mes précautions. Il ne faut pas qu'on vienne m'appeler. Ils ont dit que c'est vous qui vendez les concours. Il y a une femme qui est morte à Madagascar. En fait, pour dire quoi? Pour dire que même la manière de demander le feedback ne doit pas être hasardeuse. Sinon, vous allez avoir un client qui a un feedback à donner, mais qui ne donne pas le feedback. Même si c'est un client. Bon, laissons cette étape-là. On va parler des techniques de feedback tout à l'heure. Je voulais venir au fait de faire l'amour. Supposons que vous êtes en train de faire l'amour avec une femme. Un homme et une femme. Il insiste dessus. En tout cas, on comprend pourquoi. Et pendant que vous êtes en train de faire l'amour, elle ne réagit pas. Elle vous regarde dans les yeux. Vous transpirez, elle vous regarde. Vous donnez le meilleur de vous. Vous dites change de position. Elle vous regarde dans les yeux. Elle dit ok, je change alors de position. Dès que vous finissez, elle dit c'est bon. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous faites? En fait, vous allez commencer à dire ouais, il demande. On a un problème. Mais pourquoi est-ce que vous demandez s'il y a un problème? C'est parce qu'elle ne réagit pas. C'est pour ça que parfois les hommes ou les femmes simulent. Parce que tu vas vous préciser que les hommes simulent aussi. Plus que les femmes. C'est très important à noter. Là, je parle en tant que médecin maintenant. Alors, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que dans tous les cas de figure, le feedback est extrêmement important. Aucun feedback, c'est extrêmement dangereux pour votre business. Vous ne pouvez pas vendre un produit et un service et vous ne recherchez pas les feedbacks. Vous n'essayez pas de comprendre l'usage du produit. Vous n'essayez pas de comprendre ce que les gens en font de votre service ou de votre produit. Vous n'essayez pas de comprendre quel est leur degré de satisfaction par rapport à votre produit, par rapport à votre service. C'est très grave. Et le problème donc qui se pose, c'est que comment est-ce qu'on fait donc pour avoir le feedback fiable? Parce que n'oubliez pas que vous pouvez contacter un client, vous demandez un feedback, mais il vous donne un faux feedback pour vous faire plaisir. C'est ce qu'on appelle un feedback socialement correct. Vous le contactez, vous dites vraiment, mon savon là, tu l'as utilisé, c'était comment? Ouh, magnifique! Ouh, ça mousse, mon ami. C'est la mort. Tout le monde à la maison a adoré ça. Alors qu'il n'a même pas ouvert le carton. Il n'a même pas ouvert le carton. Et quand tu lui demandes que je fais comment, j'ai encore livré. Il dit non, il y a encore le stock là. Le stock est là. T'inquiète, c'est là. C'est tellement bon au point où je n'ai pas envie que ça finisse vite. Ça, c'est un mauvais feedback. Ça veut dire que on appelle ça un feedback socialement correct. Donc la personne donne le feedback juste pour vous faire plaisir, c'est tout. Et vous pouvez tomber dans le piège des feedbacks socialement corrects. Parce que quand vous tombez dans le piège du feedback socialement correct, qu'est-ce qui se passe? Vous pensez que votre produit est bon. Vous pensez que votre service est magnifique. Vous commencez à faire encore l'impensable.
Vous prenez plus d'argent pour mettre sur le produit. Et c'est là où vous comprenez en fait que ça ne marche pas. Vous comprenez que ça ne marche pas. En fait, le service après-vente est extrêmement complexe. C'est plus complexe même que la vente. Parce que vendre, en réalité, j'aime toujours le dire, c'est extrêmement facile. Il faut juste être discipliné et concentré pour vendre. Pour vendre, c'est extrêmement facile. Il suffit d'être un, discipliné, deux, concentré. Vous pouvez vendre n'importe quoi si vous avez ces deux qualités. Mais ce qui se passe après la vente est plus difficile que la vente. Pourquoi est-ce que c'est plus difficile? C'est parce que ça peut vous mettre dans d'énormes problèmes. Je vais vous prendre un exemple. Supposons que vous avez un nouveau produit que vous mettez sur le marché. Vous communiquez dessus. Les gens l'achètent. Vous avez la première semaine 100 clients. Deuxième semaine 500 clients. Troisième semaine 1000 clients. Deuxième mois 5000 clients. Qu'est-ce que ça entraîne? Vous commencez à faire des projections. C'est la première chose que vous allez faire. Que voilà, comme on a déjà 5000 clients là, ça veut dire que, comme on a eu 5000 clients en 3 mois, normalement, je pense que d'ici la fin d'année, on sera dans les 15 000, 20 000 clients. Le produit coûte 1000 francs. Donc, comme tout vendeur qui doit toujours avoir sa calculatrice sur lui, je vais dire, waouh, on va faire 15 000 clients fois 1000 francs. On fait 15 000 fois 1000 francs. 15 millions. En fait, voilà le chiffre qu'on va faire à la fin de l'année. Alors, tu vas commencer à calculer les marges. Les marges, ils sont même de combien de pourcents là? 30%. Tu dis, waouh! Mais c'est magnifique. 4,5 millions de marge. Tu commences à avoir ta voiture en fin d'année. L'achat de ton terrain. Tu commences même déjà à aller sur les sites de biens immobiliers. Tu donnes un peu les contacts des agents immobiliers, s'il te plaît. J'ai un terrain que je vais acheter là. Est-ce qu'il n'y a même pas les maisons à vendre? Parce que tu vas te dire, mais est-ce qu'on peut seulement faire 15 000? Si il me bat bien, on peut faire même 30 000, même 40 000 clients. Et là, au lieu de construire, j'achète une maison. Je retape juste. En fait, c'est la suite. La suite, c'est que tu vas te dire, ouais, maintenant, il faut que je trouve un moyen pour que ça aille plus vite. Tu vas commencer à évaluer qu'est-ce qui a fait qu'on vende facilement. Il y a la communication, il y a le marketing, il y a le fait, par exemple, qu'on a des points de distribution, mais on a des difficultés de production. Il faut qu'on augmente la capacité de production. Donc, il faut des machines. Il faut plus de personnes. On recrute plus de personnes. Il faut plus communiquer. En fait, ce que vous ne savez pas, c'est que vous êtes en train de modifier la structure des coûts du produit. Parce que là, vous êtes en train d'augmenter les charges. Les charges salariales, les charges en termes d'amortissement du matériel que vous achetez, les charges en termes de marketing, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas évalué vos clients dormants. Donc, en fait, sur les 5000 qui ont acheté là, il y a 95% de clients dormants. Donc, dès qu'ils achètent, ils testent, ils disent non, c'est pas bon, c'est pas bon. Mais bon, ça va, on va acheter un autre. Et quand vous faites donc tous ces investissements qui peuvent venir soit par une levée de fonds, soit par la banque, soit par un crédit ou n'importe quel autre moyen de financement externe, quand vous étendez ça à grande échelle, ça ne fonctionne plus. Vous voyez qu'en un mois, vous faites 10 ventes. Deuxième mois, 5 ventes. Vous commencez à dire, mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? Appelons les anciens clients pour leur dire que le nouveau stock est venu. Quand vous appelez les anciens clients, ils disent non, on n'a plus besoin de ça. Et en fait, c'est fatal. Pourquoi? Parce que quand vous avez pris ces engagements, vous aviez aussi fait des prévisions. Vous saviez que je vais vendre telle quantité en tel nombre de temps, je vais pouvoir rembourser en tel nombre de temps. Sauf que non seulement vous ne pourriez plus rembourser en ce nombre de temps, et vous allez détruire votre activité directement. Pourquoi? Parce qu'il y a un critère de service après-vente qui n'a pas été évalué, les clients dormants. On n'a pas évalué les clients dormants. Donc le premier exercice que vous devez faire,
c'est d'évaluer vos clients dormants chaque semaine. Premier exercice. Chaque semaine, vous devez évaluer vos clients dormants. Pour évaluer les clients dormants, il y a plusieurs critères à prendre en considération. Premier critère, la durée de vie de mon produit ou de mon service. On n'évalue pas les clients dormants qui achètent des chaises comme celle-ci, comme on évalue les clients dormants de quelqu'un qui achète des chips. Ce n'est pas la même durée de vie. Donc, il faut d'abord évaluer quelle est la durée de vie. La durée de vie, le moyen simple de comprendre de quoi il s'agit, c'est de se dire, lorsque quelqu'un a acheté mon produit, à partir de combien de temps il n'en aura plus besoin. Ou alors sa performance va diminuer de plus de 80%, ce qui va nécessiter qu'il en ait besoin d'un autre. Ou qu'il ait besoin d'un autre. Ça veut dire que l'usage de ce produit aura atteint son point d'achèvement. Il aura besoin donc d'un autre produit de ce type-là. Donc, il faut évaluer la durée de vie de votre produit. La durée de vie, ce n'est pas la date de péremption. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la date de péremption. Quelqu'un peut acheter, par exemple, une plaquette de chocolat aujourd'hui et il consomme ça dans 1 mois ou dans 2 semaines ou aujourd'hui directement. Donc, ça n'a rien à voir avec la date de péremption qui est écrite dessus. Donc, la première chose qu'il faut évaluer, c'est la durée de vie du produit ou du service que je vends. La deuxième chose qu'il faut évaluer, et je l'ai dit antérieurement, c'est quels sont les usages de ce produit ou de ce service. Parce que la durée de vie dépend aussi de l'usage. Je vais prendre un exemple. Si vous vendez des savons, vous avez par exemple un blanchisseur qui vient acheter le savon chez vous. La durée de vie ne sera pas la même que quelqu'un qui achète le savon pour se masturber. Quoi, oui? Les gens ne se masturbent pas les savons. Ou c'est un usage qui n'existe pas. Parce que imaginez-vous un bon savon Macabo de 350 grammes. Si un blanchisseur prend ce savon pour laver ses habits avec, et un autre prend le même savon, Pour se masturber. ça va vite finir chez qui? Sauf si le gars est vraiment trop puissant. Et qu'il il se fait plaisir au moins 30 fois par jour. Sinon, en principe, c'est chez le blanchisseur que ça finit plus vite. Ça veut dire qu'en fonction de l'usage, du produit, la durée de vie ne sera pas la même. Donc, il faudra évaluer la deuxième chose, c'est quels sont les usages de mon produit. Les gens achètent mon produit pour faire quoi? Et ce qu'ils utilisent, l'usage du produit, à quelle durée de vie? C'est pour ça que la deuxième chose que vous devez faire, c'est d'évaluer tous les usages possibles de vos produits. Quand quelqu'un achète mon produit, ça peut être pour faire quoi? Ça peut être pour faire quoi exactement? Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire des quiz pour le savoir. Vous pouvez rencontrer des personnes et discuter avec ces personnes, poser des questions à ces personnes pour le savoir. Comme je l'ai fait tout à l'heure. J'ai posé la question, le savon permet de faire quoi? D'autres vont dire laver les véhicules, d'autres vont dire utiliser dans des staffs, d'autres vont dire laver les assiettes, d'autres vont dire se laver, ainsi de suite. La troisième chose, c'est qu'en fonction de l'usage du produit, vous devez conditionner votre produit de manière différente. Parce que je prends un exemple. Quelqu'un qui va par exemple acheter le savon pour laver les véhicules et l'autre qui achète le savon pour laver les voitures ou les habits, le conditionnement ne doit pas être le même. Parce que pour laver les véhicules, on a besoin d'un certain type de savon. Pour laver les vêtements, on a besoin aussi d'un autre type de savon qui sont plus optimaux que d'autres. Ça veut dire que c'est en fonction de l'usage que vous allez définir comment le produit doit être présenté. Parce que vous savez que c'est beaucoup plus pour cet usage-là que vous vendez le produit. Je vais prendre un exemple. Supposons que vous vendez le savon en poudre. Vous avez plusieurs possibilités de vendre le savon en poudre. Vous pouvez vendre dans les sachets. Vous pouvez vendre dans des sachets plus grands.
Vous pouvez vendre dans des seaux. En fonction de ces conditionnements, l'usage n'est pas le même. Les clients ne sont pas les mêmes. Si vous vendez par exemple de l'eau de Javel, vous pouvez vendre dans les sachets, vous pouvez vendre dans les boîtes, vous pouvez vendre dans des trop grands bidons. L'usage n'est pas le même. Parce que moi, par exemple, si j'ai mon hôpital et je veux acheter l'eau de Javel, je ne vais pas acheter l'eau de Javel dans les sachets. C'est toujours l'eau de Javel, mais je ne vais pas acheter celui qui est dans les sachets. Parce que c'est plus cher. Donc, c'est à vous, le vendeur, d'identifier l'eau de Javel peut être utilisée pour faire quoi? Quelles sont les personnes qui utilisent le plus d'eau de Javel? Ces personnes ont besoin de quelle quantité d'eau de Javel par jour, par semaine, par mois? En fonction de toutes ces questions, maintenant, vous allez définir quel est le conditionnement d'eau de Javel que vous allez faire. Est-ce que je fais l'eau de Javel pour les hôpitaux? Est-ce que je fais l'eau de Javel pour les ménages, c'est-à-dire des gens qui vont utiliser l'eau de Javel juste de manière sporadique pour laver 1, 2, 3 vêtements? Est-ce que je fais l'eau de Javel pour les pressings? Ainsi de suite. Ce n'est pas le même conditionnement. Et tout cela aura une influence sur le service après-vente. Parce que le service après-vente dans un pressing n'est pas le même que le service après-vente chez quelqu'un qui lave les voitures. Ne sera pas le même que le service après-vente chez quelqu'un qui utilise, par exemple, vos produits pour la maison, à un usage domestique. Et comment est-ce que vous faites le choix du conditionnement? Vous devez faire un choix en fonction de votre rentabilité. Quel est le choix qui, pour moi, est le plus rentable? Quel est le choix qui, pour moi, sera le plus facile à vendre? Quel est le choix qui, pour moi, va me permettre de toucher la cible plus facilement? Quel est le choix qui, pour moi, va me permettre de faire mon service après-vente de manière plus efficiente, c'est-à-dire en dépensant moins? Et là, on va prendre deux cas de figure. Supposons que vous vendez un produit qui coûte 100 francs dans un conditionnement en plastique. Et vous avez le même produit dans un conditionnement dans un seau qui coûte 5 000. Je vais vous demander de faire le choix entre deux choses. Entre vendre le premier produit à 100 clients par jour et vendre le deuxième produit qui est dans le seau à 2 clients par jour. Qu'est-ce qui est meilleur?